Donc, bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents. Donc aujourd'hui, on vous propose un retour d'expérience, donc notre retour d'expérience sur le développement d'un produit en start-up. Donc on a choisi quelques sujets et on va vous présenter, les questions que nous on s'est posées et quels choix on a fait. Donc moi, c'est Anne Jacquet, je suis dev back, chez Ypon. J'ai rejoint le produit Oxo il y a un peu plus d'un an, et je suis super contente de faire, ce retour d'expérience aujourd'hui. Alors moi, c'est Philippe Leboc. Du coup, moi, je suis lead dev back chez Oxo. Donc, je ne suis pas un hippon. Et en fait, du coup, moi, je suis depuis un peu moins de 2 ans sur le projet, en fait, depuis le tout premier jour. Et donc, du coup, l'ensemble de ce qu'on va dire, en fait, j'ai participé à l'ensemble des choix de design qu'on va vous présenter un petit peu. Alors Oxo, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc c'est une jeune entreprise, hein, forcément, moins de 2 ans. Et en fait, son but, c'est de permettre aux autres entreprises, de faire la corrélation entre leurs données, financières et extra-financières. Le but, en fait, c'est de leur permettre de, mieux maîtriser leur périmètre et aussi les impacts de l'extra-financier sur leur financier, et tout ça à travers une solution de pilotage. Pardon. Alors ici, on a, une vision sur, notre équipe technique. Donc ici, ce qu'on peut voir concrètement, en fait, ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'on a un peu, divisé les équipes, de sorte à ce qu'elles soient spécialisées. Nous, on n'a pas des full stack, mais on va avoir des développeurs front-end, enfin, en tout cas, une équipe de front-end, une équipe de back-end. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est, le fait que, on n'a pas de PO et donc du coup, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de proxy et qu'on parle directement avec notre CEO pour tout ce qui est produit. Le désavantage, c'est, que ça va demander, à toutes les équipes de dev de s'impliquer très fortement dans le produit, voilà. Niveau techno, très rapidement, on est sur du Spring Boot, Java en back-end et du Vue.js, sur le front-end. Donc comme on a dit, on est tous les 2 dev back, donc tout ce qu'on va présenter, ça sera vraiment plutôt orienté back. Très rapidement sur l'infrastructure, donc ça, c'est l'infrastructure, qui est déployée. Donc c'est un ops qui l'a posé en quelques mois. Tout est terraformé et déployé sur AWS. On va pas rentrer en détail dans l'infra, c'est pas du tout le but. Mais on voulait juste vous partager que nous, on pense que c'est super important en tant que dev de savoir, comment est packagé notre code, comment est-ce qu'il est déployé, où est-ce qu'il est déployé. Ça permet, enfin, déjà de comprendre ce que font les autres, et c'est très important de comprendre un peu le flow complet d'une requête. Comment une requête arrive, jusqu'à notre service, comment toutes les ressources, communiquent entre elles, et enfin, par exemple, nous, pendant un moment, on n'avait pas d'ops à plein temps, et c'est nous qui faisions, voilà, les petites évolutions, dont on avait besoin. On était assez autonomes sur le sujet. Du coup, côté back, on a une dizaine de microservices, donc des microservices, Spring Boot Java. Là, on peut voir que les microservices communiquent pas du tout entre eux, ils communiquent uniquement, via un broker Kafka. Alors du coup, on va voir ensemble un petit peu pourquoi on a fait ce choix de design de microservices, quels sont les pour et les contre de ce choix de design et aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme choix qu'on aurait pu faire? Et donc du coup, en premier lieu, on a celui que tout le monde connaît, qui est le monolithe. Donc je vais juste rappeler rapidement les principes de chacun. Donc le monolithe, ça va être, une seule application qui va être déployée, dans laquelle on va retrouver l'ensemble du fonctionnel, de notre applicatif. Ensuite, on avait une autre possibilité, c'était d'adopter le monolithe modulaire. Donc on retrouve notre idée de monolithe, avec une seule application qui est déployée. Mais ce qu'on va avoir, c'est à l'intérieur de ce monolithe, on va vraiment faire une séparation, de notre fonctionnel en body de contexte. Donc du coup, on va retrouver donc dans cette séparation que du fonctionnel qui a un lien fort entre eux. Alors, notre choix à nous, c'est donc les microservices. On le remet ici quand même pour les expliquer. Alors, les microservices, eux, ça va plus être une seule application qui va être déployée, mais plusieurs applications. Et dans chacune, c'est elle qui va regrouper en fait toutes les bordées de contexte. Et donc, du coup, dans un microservice, on va retrouver du fonctionnel qui a un lien très fort entre eux. Ensuite, on avait un autre choix, c'était de passer sur du nano-service, d'aller encore plus bas et donc du coup, là-dedans, on va retrouver, une application qui va être déployée va avoir seulement une fonction. Et ça, c'est quelque chose qui nous concerne pas vraiment puisque, ça va demander donc c'est plutôt pour des cas de haute performance et nous, c'est pas trop notre choix.
Et donc nous, on a choisi les microservices. Toute la difficulté et tout l'enjeu, c'est d'arriver à les découper pour, qu'ils soient, autonomes et pour limiter les communications. Mais à un moment, il y a quand même besoin d'échanger de l'information entre les microservices. La première manière, c'est de manière, synchrone. Donc on a un microservice qui va faire un appel, HTTP, à un autre microservice. Donc là, par exemple, je sais pas, le microservice, des triangles roses, il va recevoir une requête. Pour la traiter, il a besoin d'informations qui viennent du microservice, avec les ronds orange. Du coup, il va faire un appel HTTP, il va attendre la réponse et ensuite il va continuer, de traiter la requête qu'il était en train de faire. L'inconvénient majeur de ça, c'est que, évidemment, si le microservice orange, il tombe pour une raison ou pour une autre, le microservice rose, il pourra plus répondre, et peut-être même qu'il va tomber en cascade. L'autre manière, du coup, de communiquer, c'est de manière asynchrone. Donc là, on peut voir qu'il y a plus du tout de lien direct entre les microservices. Les microservices, ils ont juste des liens vers des fils de messages. Donc si on reprend notre exemple, maintenant, le microservice orange, maintenant, il va publier un message sur, sa file de messages. En fait, il va dire, ce qui vient de se passer, enfin tous les événements qui se passent, chez lui, et tous les microservices qui sont intéressés. Donc là, par exemple, le rose, eh ben, il va écouter, et par exemple, il peut répliquer les données et comme ça, maintenant, il est autonome pour répondre aux requêtes s'il a plus besoin de faire un appel, synchrone. Alors juste pour ajouter sur cette slide, en fait, si vous faites du synchrone, en fait, vous n'êtes pas vraiment en train de faire du microservice, mais plutôt du monolithe distribué. Bon voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc maintenant, on va voir un petit peu les pour et les contre de notre choix d'architecture, donc de microservices. Le premier, on vient de le voir en fait sur les slides précédentes, c'est la résilience. Donc si on a un seul microservice qui tombe, l'ensemble de notre application ne sera pas tombée, elle sera toujours existante, mais elle va tourner en mode dégradé. Donc avec un peu de chance, ce sera un petit service ce sera une petite fonctionnalité de l'application qui sera pas là pendant un certain temps. Ensuite, ça va être la scalabilité. Vu qu'on va déployer des plus petites unités, eh ben, en fait, on va pouvoir plus facilement cibler une unité qui va peut-être être plus attaquée en termes de requêtes parce que voilà, c'est quelque chose qui est important pour nos clients. Et à cet endroit-là, on pourra dire, en fait, on veut plus d'instances, on veut que ce soit plus scalable. Ensuite, en termes de temps de déploiement, vu qu'on manipule des plus petites unités, on va potentiellement avoir une base de code plus petite et aussi, du coup, moins de tests à exécuter, une CI qui sera peut-être plus rapide et potentiellement, on peut gagner du temps. Alors, comme on aura des microservices qui vont être organisés autour de bordées de contexte et donc de fonctionnels, en fait, les équipes vont pouvoir s'organiser en feature team et avec ça, ils vont pouvoir devenir des experts du domaine et de certains microservices. Enfin, on va avoir l'optimisation des coûts puisque si on a un seul microservice qui va faire du traitement de fichiers ou qui a besoin de faire beaucoup de calculs, on va pouvoir juste cibler un microservice en disant lui, il aura plus de RAM ou plus de CPU. Et donc tout ça, c'est un petit peu la liste des pour. Donc on l'a vu tout à l'heure, on a plein de microservices qui gravitent autour d'un cluster Kafka. Et donc du coup, ça veut dire une infrastructure un peu plus complexe. Ensuite, pareil pour le debug. Si on a un problème quelque part, en fait, on voudra comprendre tout ce qui a tout ce qui a amené à ce bug. Et donc, du coup, on va devoir mettre en place du tracing et des choses comme ça. C'est un peu pareil au niveau des tests. On va vouloir qu'un seul microservice soit bien testé et fonctionne correctement, mais aussi on va vouloir que tous les microservices entre eux fonctionnent correctement. Ensuite, comme on a des microservices qui vont publier des messages, d'autres vont venir écouter ces messages et potentiellement répliquer cette donnée parce qu'il en a besoin pour sa tambouille interne. Et ben dans ce cas-là, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'inconsistance entre les données. C'est vraiment, il faut que les données soient dans le même état, peu importe le microservice dans lequel elles sont. Et enfin, on publie des messages et on en écoute. Ça veut dire des contrats supplémentaires qu'il faut respecter et pour éviter de casser tout ça. Donc ça, c'est notre vrai, schéma, d'infra-back. Donc on vous a un peu menti tout à l'heure, on a quand même des appels synchrones. On peut voir que ces appels, en fait, ils sont tous vers le microservice, account. Chez nous, ce microservice, il est responsable des utilisateurs et de leurs permissions. Donc en fait, tous les autres microservices, en fait, au moment de traiter une requête utilisateur, ils vont vérifier que l'utilisateur a bien le droit de faire, ce qu'il essaye de faire. On aurait pu supprimer ces appels, donc c'est-à-dire que le microservice account, il aurait pu, émettre des événements sur, voilà, tout ce qui se passe, toutes les permissions qui sont créées, modifiées et cetera.
et les microservices, les autres, ils auraient pu écouter et avoir, en fait, une copie de toutes les permissions. On n'a pas fait ce choix-là, on a vraiment préféré garder ces appels synchrones, parce qu'en fait, ça nous aurait demandé beaucoup de temps, justement de répliquer ça un peu partout, parce que c'est un truc que tous les microservices ont besoin, et on a préféré gagner un peu de temps et garder ces appels synchrones, mais c'est vraiment les seuls. Donc tous ces microservices, ils ont quand même besoin d'avoir du code en commun, parce que ça reste, ça reste des petites briques, mais qui répondent dans un ensemble plus général qui est, le métier d'Oxo. Et donc pour ça, on a mis du code en commun dans une librairie partagée, voilà, qu'on appelle la shared library. On a à la fois de la configuration, donc comme on peut voir là, donc tout ce qui est, heu, authentification, gestion de l'authentification et de l'autorisation, tout ce qui est sérialisation et désérialisation, JSON. On va avoir du code, un peu classique qu'on retrouve partout, qui est pas vraiment propre à Oxo. Donc ça va être tout ce qui est pagination, exception, librairie d'assertion. On va revenir sur ces 3 points-là, juste après. Et aussi, on a forcément aussi des concepts métiers parce que voilà, comme on a dit, ça reste des briques, Oxo qui répondent, voilà, au métier d'Oxo. Donc on a quelques concepts, métiers qui sont dans cette librairie partagée. Ça, c'est vraiment ce qu'on essaye d'éviter. Souvent dans les projets, quand on a une librairie partagée, ça devient, enfin voilà, ça devient assez vite une poubelle. On y met un peu tout et n'importe quoi. Nous vraiment avant d'ajouter quoi que ce soit dedans, on se pose vraiment la question de: «Est-ce que ça sera partagé par tous les microservices?» Et si c'est pas le cas, on va préférer dupliquer, voilà, le petit bout de code qu'on voulait ajouter, on va préférer le dupliquer dans les 2 ou 3 services, qui étaient concernés. Merci. Alors là, du coup, on veut juste faire un zoom rapide sur, une de nos CI/CD. En fait, l'idée, c'est de vous montrer que même en startup, dès le début du projet, en fait, on peut arriver à ça. Donc on retrouve les étapes, en fait, assez classiques, donc de build, test, audit, bon, classique, tout le monde a ça ici, évidemment. Et après, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que, donc là, on est sur une merge request et en fait, on a, des étapes où on va, donc sur chaque merge request, déployer des environnements éphémères. Ce qui va nous permettre, par exemple, de laisser un front-end se câbler sur cette nouvelle feature, par exemple, un certain temps ou, de tester ça, pendant un certain temps. Et alors si on était sur la branche principale, on aurait une étape supplémentaire de end-to-end avec, après un déploiement en production. Donc maintenant, on va regarder un peu ce qu'on trouve, dans un de nos microservices, ce qu'on trouve, voilà, typiquement dans tous nos microservices. Déjà au niveau de l'architecture, on a fait le choix de l'architecture hexagonale dans tous les services. Donc pour rappel, l'architecture hexagonale, il faut juste imaginer un hexagone et l'objectif, c'est de protéger ce qu'il y a dans cet hexagone, en tout cas le protéger de l'extérieur, faire en sorte justement qu'il soit indépendant, qu'il ne dépende pas de l'extérieur. Nous, dans cet hexagone, on a fait le choix de mettre, le domaine, donc les règles métiers, le métier d'Oxo. Donc voilà, donc l'architecture hexagonale, vraiment, ça repose uniquement sur l'inversion de dépendance, et voilà. Donc on va voir un petit peu ensemble, dans chacun de nos microservices, puisqu'en fait, ils sont tous designés de la même manière. En fait, peu importe qu'on arrive dans le microservice A ou B, en fait, nous, il n'y a pas de surprise, c'est toujours pareil. Donc on retrouve toujours cette architecture-là et on va voir ensemble un peu comment on traverse, en fait, l'ensemble de ces couches-là. Et du coup, pour nous, ça commence par, nos points d'entrée. Donc nos points d'entrée, c'est de l'applicatif. Et comme on l'a dit, comme on écoute des messages Kafka, bah, forcément, on a des consommateurs en point d'entrée. Et nos microservices sont quand même destinés à, proposer des API. Et donc du coup, forcément, on a, la partie ressources. Alors ce qu'on fait, une fois qu'on reçoit un message ou une commande ou peu importe, en fait, on a ces petits, loaders là, qui permettent de transformer finalement un objet qui représente le message en question vers un objet du domaine. Et comme ça, en fait, à chaque fois, sur chaque couche, en fait, on a une différenciation des objets et on fait toujours cette transformation. Donc du coup, ce point d'entrée, passe le relais à, un orchestrateur. Donc nous, on appelle ça des applications de service et celui-là, il va avoir 3 rôles principaux. Le premier, ça va être d'ouvrir les transactions aux bases de données. Le deuxième, c'est de vérifier, les permissions. Donc est-ce que j'ai l'autorisation de faire ce que je demande de faire? Et le suivant, c'est de passer le relais, à la couche du domaine. Et pour faire ça, en fait, le domaine va proposer un contrat d'API, sur lequel l'application de service va pouvoir voir l'ensemble des opérations possibles dans le domaine. Et donc à partir de là, le microservice va recevoir donc l'opération à effectuer. Il va faire sa petite tambouille interne
et potentiellement, il va être amené à utiliser un repository pour, par exemple, aller chercher de la donnée ou aller manipuler des fichiers ou peu importe, ou même pour sauvegarder des données. Et il sera aussi éventuellement amené à émettre des événements. Et donc là, on voit bien qu'on se retrouve, qu'on est bien dans le package domaine. Et maintenant, on arrive dans l'infrastructure et on voit que ici, on va avoir des adapteurs qui vont implémenter ces interfaces du domaine. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'en fait, le domaine ne dépend de rien et qu'en fait, il y a juste des implémentations de ces interfaces. Donc maintenant, on va parler un peu des tests et de tous les types de tests qu'on a mis en place. Donc tout en bas de la pyramide, on retrouve les tests, unitaires et sociaux. Donc c'est les tests les plus nombreux, ils sont super rapides à s'exécuter. Chez nous, il y a quasiment tout qui est testé, unitairement. Juste au-dessus, on retrouve les tests d'intégration. Donc on va vraiment vouloir tester que notre code s'intègre bien avec, notre framework et nos librairies. Donc nous, on va surtout tester, notre intégration à la base de données. Donc on va vérifier que tous nos mappings d'objets, parce qu'on utilise un ORM et donc on va vérifier que tous nos mappings d'objets sont bons, qu'on arrive bien à lire et à écrire, ces données-là, que toutes nos requêtes custom, fonctionnent bien aussi. Juste au-dessus, on va retrouver les tests de comportement. On peut retrouver les tests de composants aussi des fois comme nom. Nous, on les fait avec, Cucumber. Donc là, on va vraiment tester, en fait, tout un microservice dans son ensemble. Donc en général, on rentre au niveau de la couche, REST. Donc on va faire un appel, sur un endpoint et on va vérifier que la réponse, est bien celle à laquelle on s'attend. Donc tous les endpoints sont testés comme ça, mais on teste uniquement le cas nominal. Et tout en haut de la pyramide, on a les tests de bout en bout. Alors nous, on exclut quand même le front-end de ces tests de bout en bout. Pour nous, c'est entre les microservices, enfin les microservices entre eux. L'inconvénient de ces tests-là, c'est qu'ils forcément, ils nécessitent d'avoir un environnement qui est déployé. Donc on va vraiment choisir les features les plus importantes, en tout cas celles qui sont très critiques. Donc nous, ces tests-là, ils n'existent pas encore. C'est les tests on réfléchit à les mettre en place. On regarde comment on pourrait faire ça. Alors du coup, maintenant, on va passer sur la présentation un peu de nos choix de design en termes d'API, comment on les a construits, comment on les fait et quelles décisions on a pu prendre là-dessus. La première chose, en fait, c'est qu'on a pris une décision dès le départ, c'est de se dire que nous, on va produire des API, mais qui vont seulement répondre à un besoin fonctionnel. L'intérêt pour nous, c'est vraiment de s'abstraire et quelque part, on s'en fout que ce soit affiché sur un téléphone mobile, une tablette ou sur une web app. Nous, ce qu'on veut, c'est répondre à du fonctionnel, pouvoir proposer un peu toutes les API qui correspondent à ça. Et derrière, en fait, on s'abstrait de un design qui passe de V1, qui a besoin de certaines données, à un design qui passe en V2, qui est, du coup a besoin d'autres données. En fait, nous, en termes d'API, en tout cas de ce qu'on livre, ça n'a pas d'importance. Et ça, ce que ça nous permet, en fait, c'est aussi de pouvoir répondre à du business to consumer et aussi, plus tard, éventuellement, de répondre à du business to business. On se laisse aussi la liberté si jamais on en a vraiment besoin, aujourd'hui c'est toujours pas le cas, mais de mettre en place un BFF exprès pour pouvoir agréger un petit peu de la donnée de toutes les API. Mais aujourd'hui, notre front-end n'a pas besoin de ça, donc on est encore protégé pour l'instant. Alors, on design des API, ça veut dire du coup qu'on fait des contrats, et du coup forcément des contrats OpenAPI. L'avantage pour nous, donc si vous vous rappelez au début, on a dit qu'on avait des équipes spécialisées, donc on va avoir des front-end, des back-end. L'avantage d'établir un contrat, c'est qu'une fois que le contrat est établi, les back-end savent ce qu'ils doivent délivrer et les front-end savent ce qu'ils vont consommer. Donc on peut paralléliser les développements et ça, c'est un bel avantage. Petit bonus pour nous, c'est que aussi nos contrats peuvent être autogénérés au runtime par nos applicatifs. On fait du Java. Et du coup, ça permet de garder notre contrat OpenAPI à jour avec notre base de code. Alors, on parle d'OpenAPI, mais on essaye aussi, en tout cas au maximum, de respecter les principes REST. Et pour ça, donc nous, on va toujours parler de verbe HTTP et de ressources REST et aussi de collection. Et donc, du coup, un rappel très rapide. Donc, le post, c'est pour de la création. Le get, c'est de la recherche. Le get sur un ID, ça va être une recherche ciblée. Le put, c'est une mise à jour. Le patch, c'est une mise à jour partielle. Et le delete, une suppression. Donc comme on vient de dire, il y a à la fois le put et le patch, qui permettent de faire des mises à jour. Donc on va revenir rapidement sur, les avantages des 2 et sur nous, ce qu'on a choisi. Donc le put, c'est une mise à jour, totale d'une ressource. Donc par exemple, là, pour mettre à jour une organisation,
on est obligé de respécifier tous ces attributs, même ceux qui n'ont pas changé. Le patch, au contraire, c'est une mise à jour partielle. Donc là, par exemple, il y a juste la propriété cache qui a changé, et ben, il y a juste celle-ci à mettre dans le body. Donc nous, c'est le choix qu'on a fait. On est parti sur des patchs. Mais l'inconvénient, enfin en tout cas ce que ne permet pas le patch, mais que permet le put, c'est la mise à jour la suppression d'un attribut qui est optionnel. Par exemple, là, si on prend l'exemple du champ team, niveau rest, si on dit que ce champ est optionnel, au niveau rest, ce champ-là, soit c'est une chaîne de caractères, soit il peut être nul. Donc dans un put, on a juste à préciser team nul et ça va supprimer la valeur de la team. Avec un patch, forcément, c'est pas possible, puisqu'on a dit que si un attribut n'est pas présent, donc s'il est nul, c'est qu'on veut pas le mettre à jour. Et donc nous, pour contrer ça, on a fait des deletes sur la propriété en question. Donc voilà, toutes les propriétés optionnelles vont avoir ce genre de endpoint pour qu'on vienne supprimer leur valeur. Alors, au travers de nos API, on va pas uniquement proposer des catalogues et donc juste lister ou chercher des ressources. On veut aussi pouvoir traduire une action métier à travers nos API. Et pour ça, donc ici, on a un exemple de sondage avec 3 étapes possibles et les actions métiers qui sont possibles, ça va être open ou close. Et pour traduire ça, en fait, il y a une manière peut-être un peu simple au départ qui peut venir à l'idée de tout le monde de se reposer là-dessus, c'est de dire, moi, je vais faire du post-action. Et donc, du coup, je vais juste mettre le verbe post et mettre mon action. Et donc ici, dans ce cas-ci, on a open et close. Donc ça nous fait 2 endpoints pour gérer ça. Le problème pour nous, c'est que ça, c'est pas REST. En fait, open, c'est pas une ressource REST, close non plus. Et c'est pas non plus des propriétés de notre objet sondage. Et donc, du coup, pour nous, vu que ça nous va pas, on a pris une autre solution, c'est de dire qu'en fait, on allait mettre à jour la propriété état et faire un put dessus. Et donc, du coup, ça se traduit avec un request body qui offre soit de faire open, soit close. Donc, au final, on traduit notre action métier de cette manière-là. Et au niveau de la ressource, en fait, finalement, ça revient juste à faire un routing au niveau de notre application de service et de faire de trigger le open ou close au niveau de notre domaine. Donc, c'est tout bénef pour nous. Un autre choix qu'on a fait au niveau des passes des endpoints, c'est d'avoir des passes justement nested. Donc ça, c'est un exemple d'API qu'on a, enfin de endpoint qu'on a. Donc on peut voir qu'on a 4 collections qui sont imbriquées. Les 4 ID qui sont là, c'est des UID, donc c'est des UID voilà, qui sont générés de manière random et qui sont uniques. Donc techniquement, en fait, on aurait juste pu utiliser le tout dernier ID, là, celui de la procédure. On aurait pu la récupérer, cette procédure, ça nous aurait suffi. Mais on a vraiment fait le choix de garder cette imbrication de ressources parce que pour nous, c'est plus compréhensible. Par exemple, quand on crée une ressource, bah, on comprend vraiment où est-ce qu'on la crée, comment est-ce que cette ressource s'imbrique dans toute la collection de ressources. Donc la première solution qu'on a mise en place, c'est qu'en fait, le domaine, il recevait ces 4 ID et c'est lui qui vérifiait que, OK, est-ce que la compagnie, elle appartient bien à l'organisation? Est-ce que la division, elle appartient bien à la compagnie, et cetera. Donc c'est le domaine qui faisait toutes ces vérifications. On avait quand même extrait ça dans un service qu'on avait appelé un service de consistance. Donc on l'appelait, on lui donnait 2 ID, il vérifiait que les 2 étaient bien cohérents. Sinon, si c'était pas le cas, il y avait une erreur qui était throw et on faisait ça pour chaque couple d'ID. Donc cette solution, en fait, elle nous convenait pas du tout parce que ça alourdissait beaucoup notre domaine. Voilà, les premières lignes, c'était que des vérifications de consistance. Donc notre domaine était vraiment plus complexe. Ça alourdissait nos tests aussi. Et en fait, surtout, ce qui nous plaisait pas, c'est qu'au final, un choix d'API ait un impact aussi fort sur notre domaine. Voilà, ça nous plaisait pas du tout. Et donc, on a mis en place une autre solution qui repose uniquement sur une hiérarchie d'interface. Voilà, ça, c'est un exemple de hiérarchie sur un des microservices. Tout en haut, on retrouve root consistency. Donc, en fait, chez nous, c'est l'organisation. Toute action utilisateur se passe au sein d'une organisation. Donc dans root consistency, on va juste avoir l'ID de l'organisation et ensuite on va avoir tous les différents types d'objets qu'on peut créer au sein d'une organisation. Donc par exemple, une compagnie. Donc dans compagnie consistency, dans cette interface-là, on va juste avoir l'ID de la compagnie et ensuite on va encore avoir un niveau en dessous. Voilà, on peut monter à 4 ou 5 niveaux facilement. Et en fait, notre solution, pardon. Et ensuite, on va avoir des implémentations de ces interfaces. Donc là, par exemple, on a un division to update.
Donc il y a évidemment tous les champs à update dans la division, mais qu'il y a aussi les 3 ID, celui de la division, celui de la compagnie et celui de l'organisation. Et en fait, ça nous a permis d'avoir un service de consistance, qui est ultra générique, en fait, qui prend n'importe quelle implémentation de route consistency, qui va vérifier quelle instance c'est plus précisément et qui est responsable de vérifier, voilà, tous les ID, qui sont présents dans cette interface. Il va tous les vérifier. Et donc en fait, ce service et ces interfaces, ça nous a permis de remonter la vérification au niveau de l'application service. Donc là, on peut voir, on a une annotation custom qui est, @consistency, qui est responsable, voilà, justement d'appeler ce service. Et en fait, ça, l'avantage, c'est que maintenant notre domaine, il reçoit, il continue de recevoir tous les ID, mais il sait qu'ils sont cohérents, qu'ils ont déjà été vérifiés. Il a juste à faire, les règles métiers. Alors pour conclure sur les designs d'API, donc nous on a pris une décision, de notre côté, c'est de se dire que, l'ensemble des API de recherche, seraient forcément paginées. L'idée pour nous en fait c'est d'harmoniser vraiment toutes nos API et qu'un front-end qui vient ou n'importe qui vient consommer nos API, quand il arrive dans une recherche, en fait il se pose même pas la question, c'est forcément paginé. Même si derrière ça va remonter que 5 ou 6 éléments, et même si ça va toujours être le cas, peu importe, ce sera toujours paginé. Comme ça, plus personne se pose de questions, et aussi, surtout, c'est pour apporter une sorte de normalisation sur nos API. Alors du coup, nous, on a fait le choix d'avoir du page-based. Il y avait plein d'autres choix possibles. En fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que en recherchant un petit peu comment on allait faire l'implémentation, en fait, il n'y a pas vraiment de normes sur le sujet. Mais par contre, il y a des concepts qui ont émergé, qui sont un peu utilisés partout, mais on ne nous dit pas il faut absolument utiliser celui-là. Donc nous, on a juste fait le choix de prendre le page-based parce que c'est celui qui nous parlait un peu le plus. On aurait pu prendre le offset-based, par exemple. Alors maintenant, on va passer un petit peu à la gestion d'erreurs, puisque du coup, on propose des API, mais potentiellement, en les utilisant, on peut avoir des problèmes. Nous, ce qu'on a décidé, c'est de faire une double validation. Donc, premièrement, on va valider déjà dans le domaine, donc ça, c'est obligatoire. Mais aussi, on s'est dit que nous, on allait aussi valider au niveau de la couche REST. Et ça nous apporte plein d'avantages. Le premier, c'est qu'en fait, c'est un coût qui est assez faible, puisqu'on fait juste que déposer des petites annotations. Bon, je mens un petit peu parce qu'il faut quand même les tester, donc du coup, ça n'a pas un coût nul non plus, mais un coût faible en tout cas. L'avantage pour nous, c'est que ça nous permet, avec cette solution, de différencier un problème d'input, donc où l'utilisateur peut, lui, recevoir une 400 mètres request et il sait du coup qu'il peut changer quelque chose pour que ça marche, d'un vrai problème de données quand on arrive dans le domaine. Par exemple, peut-être que c'est le domaine qui va charger des données qui viennent de la base de données, et là, il y a peut-être un problème. Est-ce que quelqu'un a manipulé des données dans la base de données? On ne sait pas, mais en tout cas, on peut faire la différence des deux. Et l'intérêt aussi, c'est que ça va nous permettre de protéger le domaine quelque part, puisqu'on arrive toujours dans notre domaine avec des données qui sont cohérentes, qui sont valides. Alors ça va nous apporter d'autres avantages. Donc le premier, c'est que tout à l'heure, j'avais dit que notre contrat OpenAPI vit avec notre code, et ça veut dire que si ces annotations qu'on met se retrouvent automatiquement dans nos contrats OpenAPI. Et du coup, nos front-end ou les personnes qui vont consommer nos API vont pouvoir revoir l'ensemble des règles qu'on applique automatiquement, sans qu'on ait nous-mêmes à aller écrire nos contrats OpenAPI. Une autre chose, c'est que si quelqu'un va être amené à soumettre un formulaire dans lequel il y a plus d'une erreur, donc on va dire qu'il y a 3-4 erreurs, et ben dans ce cas-là, nous, on va être capable de capturer l'ensemble des erreurs et de lui montrer d'un coup toutes les erreurs qui ne vont pas. Ça lui évite de devoir à chaque fois resoumettre le formulaire et dire « Ah merde, il y a encore une erreur sur ce champ, maintenant c'est bon, je corrige, et encore une erreur sur ce champ ». On n'a pas ce cas-là du coup. Et donc en plus de ces vérifications, on fait évidemment les vérifications aussi dans le domaine. Le but, c'est d'avoir que des objets, qui sont valides, qui sont dans un état cohérent. On veut pas traiter les objets qui ne le sont pas. Donc pour ça, on a une librairie d'assertion qui est dans la librairie partagée. Donc ça, c'est un exemple, voilà, d'assert qu'on utilise, tout le temps, qui est juste l'assert not null, parce qu'on est en Java, donc on vérifie que l'input est pas nul. Donc ça, typiquement, on va l'utiliser sur, l'input de toutes nos fonctions, toutes nos méthodes. Mais aussi et surtout, sur les inputs de nos constructeurs. Et en plus, on a un peu décliné, ces assertions selon, voilà, selon le type à vérifier. On va avoir un number asserteur, par exemple,
qui va vérifier qu'un nombre est bien dans une plage de données données. On va en avoir un autre sur les chaînes de caractères, voilà, avec par exemple plein d'autres méthodes spécifiques aux chaînes de caractères. On en a un autre sur les dates, on en a sur les collections, voilà, on en a encore quelques-uns d'autres. Par défaut, toutes ces assertions vérifient en plus que l'input n'est pas nul. On n'a pas besoin d'appeler les deux assertions. Par défaut, nous, on a pris le parti de dire que toutes ces assertions vérifient en plus le not nul. Par contre, potentiellement, des fois, on veut permettre en fait qu'un input soit nul s'il est optionnel. Et pour ça, on a un point nulable qu'on peut passer sur tous les asserteurs. Donc évidemment, il faut commencer par mettre ce point nulable. Et donc si on passe un input nul, l'asserteur ne va pas lancer d'exception. Donc ça ne veut pas dire que nos attributs de nos objets sont nuls. On veut aucun nul dans le domaine, on a vraiment aucun nul dans le domaine. Donc c'est-à-dire qu'on va permettre ce point nulable sur l'input dans le constructeur. Et ensuite, on va le wrapper dans un optional. Donc en fait, notre attribut sera de type optional. C'est le type en Java qui nous permet de faire ça. Alors du coup, on fait des assertions, mais donc ça veut dire qu'on va throw des exceptions. Et on a décidé de mettre en place cette hiérarchie de classes abstraites d'exceptions. Et dedans, on va retrouver en tête de pont la générique exception. Pour nous, l'idée de ça, c'est de dire que peu importe l'exception qui arrive, il faut forcément qu'elle soit traduite pour un client et aussi dans sa langue. Donc du coup, il va porter une clé de traduction qui sera, après on aura des fichiers 18N qui vont permettre de traduire dans la langue du client. Potentiellement, lui mettre aussi des arguments pour lui donner plus de valeur. Alors tout à gauche, on voit la technical exception. Donc c'est la seule qui est un peu particulière parce qu'en fait, elle se retrouve pas dans le domaine. Toutes les autres sont dans notre domaine. Mais c'est parce que celle-ci, elle porte en fait le HTTP status, ce qui nous permet, par exemple, donc c'est la seule qui va être implémentée au niveau de l'infra. Et ça nous permet en fait dans l'infra de décider si on veut changer le statut, on veut qu'il y ait un statut différent à renvoyer. Mais de ce fait de statut, en fait, ça fait qu'on ne peut pas la mettre dans le domaine. Mais c'est pas très grave au final. Celle du milieu, donc domaine technical exception, donc c'est celle, c'est simple en fait, c'est celle qui est trigger par l'ensemble de notre librairie d'assertion qu'on a vu juste avant. Et enfin, celle qui nous intéresse le plus, c'est la functional exception. Et celle-là, c'est celle qui va arriver dans le cas où on a quelqu'un qui essaye de faire une action dans le domaine sur un objet qui est peut-être dans un état qui ne permet pas de faire cette action. Et donc, du coup, c'est pas une erreur en soi. En tout cas, le serveur n'a pas de problème, mais c'est juste qu'on ne peut pas faire cette action-là. Donc, nous, on trigger des 409 conflits dans ce cas-là. Et du coup, c'est toujours des exceptions qui étendent functional exception. Et donc, quand on expose des services à l'extérieur, l'objectif, c'est forcément d'avoir qu'ils soient utilisés. Et donc, il faut gérer le cas où ces utilisateurs-là, ils vont faire des appels concurrents. Ou en tout cas, ils veulent accéder à la même donnée en même temps. Donc pour ça, on a plusieurs scénarios. Donc le premier cas assez simple, c'est on a deux utilisateurs, ils veulent lire la donnée. Ils demandent cette donnée exactement au même moment, à la milliseconde près. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci, ils vont tous les deux recevoir la donnée et donc la même donnée. Par contre, qu'est-ce qui se passe si ils veulent modifier cette donnée? Donc par exemple, on a le premier utilisateur, il veut modifier le nom. Il voudrait mettre Jane comme nom, alors que le deuxième utilisateur, lui, il veut mettre Jeanne. Si les deux utilisateurs font cette demande de modification exactement au même moment, à la milliseconde près, qu'est-ce qui se passe? Quelle sera la valeur, la vraie valeur? Et donc ça, en fait, pour répondre à cette question, ça va dépendre en fait de votre configuration, soit de votre framework, soit de votre SGBD, soit des deux, ou des choix que vous avez déjà faits. Et donc ici, on va parler de lock base de données. On a le choix entre le pessimistic lock et l'optimistic lock. Et du coup, on va voir un petit peu ensemble les pour et les contre de chacun et dans quel cas ils interviennent. Alors du coup, pour le pessimistic lock, en fait, on part du principe que les conflits sont fréquents. Et donc, du coup, la solution pour s'en protéger, c'est de verrouiller les données. Donc, à partir du moment où on va vouloir accéder en écriture à ces données-là, on va verrouiller, personne d'autre ne pourrait y accéder. Et ça, par contre, ce qui est cool, c'est que ça évite les conflits. Il n'y a jamais de problème, puisque personne ne peut y accéder en même temps que nous. On peut aussi faire, d'ailleurs, du select for update, d'ailleurs, si jamais on veut.
Le problème de ça, c'est que ça réduit la concurrence, puisque forcément, il n'y a une seule transaction qui peut accéder à ces données en même temps. Et du coup, forcément, bah, ça veut dire moins de performance. Et si jamais on s'y prend un petit peu mal sur le sujet, eh ben, on peut avoir des potentiels deadlocks. Et donc, du coup, ça, c'est absolument pas notre choix. Nous, on a choisi de partir sur les optimistic locks parce que, en fait, on part du principe inverse, qui est que les conflits, enfin, en tout cas, on part du principe que les conflits sont plutôt rares. Et nous, ce qu'on fait, c'est on va pas verrouiller les données, on va pas empêcher une autre transaction de s'ouvrir dessus, mais on va juste faire une vérification qu'il n'y a pas de conflit au moment de l'écriture. S'il y a un conflit, bah, ça veut dire qu'on fait un rejet. Et s'il y a un rejet, eh ben, ça veut dire aussi qu'il faut forcément traiter le rejet. Et là, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on fait un retry automatique pour lui ou est-ce qu'on dit au client, ben, en fait, les données ont changé au moment où tu as voulu écrire dessus. Et ben maintenant, à toi de choisir si tu veux à nouveau écraser ces données ou pas. Ça nous permet une plus forte concurrence et donc forcément des meilleures performances. Et donc nous, on a fait le choix de l'optimistic lock. Et donc pour savoir s'il y a un conflit, en fait, on utilise juste un champ version qui est juste un entier. On délègue complètement la gestion de cette version à notre ORM. Donc c'est-à-dire qu'au moment de faire une écriture, il va vérifier que l'objet qu'il essaye d'écrire, c'est bien la même version que celle qui est en base. Si c'est le cas, il va faire l'écriture et il va incrémenter la version. Et par contre, si c'est pas le cas, bah, il va lancer une exception. Donc c'est pour ça que nous, au niveau de nos entities, voilà, on peut retrouver un champ version. Et en fait, on a été obligé de remonter ce champ technique au niveau de notre domaine. Parce qu'en fait, ce qu'on fait typiquement, c'est qu'on va aller chercher un objet via un repository, comme on a dit. Ensuite, il va subir différents traitements métiers. Et ensuite, et du coup, il va être modifié. Et on va vouloir sauvegarder cette version mise à jour. Et du coup, forcément, il faut qu'on reprécise à la base de données quelle version on a récupérée et quelle version on veut écrire. Donc c'est pour ça qu'on a ce champ technique dans le domaine. C'est vraiment, voilà, c'est une solution assez simple qui répondait à notre besoin. Et donc si vous avez une autre solution qui permet de faire ça, on est preneur. Et donc voilà, donc nous, on est tous les 2 convaincus par les pratiques craft. On est tous les 2 persuadés que, voilà, qu'un logiciel doit être de qualité. Il faut qu'on puisse, enfin voilà, il doit être maintenable, évolutif. Et enfin voilà, le code doit permettre ça. On veut tous les 2 ajouter de la valeur. Voilà, on remet tout en question, on vérifie que est-ce qu'on apporte vraiment de la valeur? C'est vraiment en partenariat avec Oxo, voilà, pour prendre en compte leurs besoins, et voilà, faire tout le temps des choix assez pragmatiques. Et donc, du coup, ce qu'on veut, c'est aussi que ce soit, enfin, que les choix soient aussi contextualisés à l'entreprise dans laquelle on est et aussi à son budget, forcément. On est obligé de faire des choix un petit peu par rapport à ça. Là, ici, c'est un petit peu finalement tous les sujets dont on a abordé aujourd'hui avec vous. En réalité, il y a plus que ça, mais on ne peut pas tout présenter malheureusement. Et en fait, au final, le craft, en fait, on y est confronté tous les jours en tant que développeur parce qu'on est à chaque fois, on a à chaque fois besoin de prendre des décisions et de mettre en place quelque chose qui va impacter en fait quelque part toute la vie du produit qu'on est en train de construire. Et donc les choix, il faut toujours bien les réfléchir, bien savoir qu'est-ce qu'on met par exemple dans la librairie, en discuter ensemble, s'assurer que l'ensemble de ces choix ne nous pénalisent pas plus tard et ne pénalisent pas l'entreprise non plus. Et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était notre premier talk, donc merci beaucoup. Alors si vous avez des questions, Bonjour et merci pour la conf. Bravo pour cette première conf, du coup. Ma question, parce que j'évolue dans une startup avec une situation un peu comparable, comment vous gérez au niveau organisationnel les nouvelles features? Donc, est-ce que vous arrivez à cibler les features sur un microservice dédié? Et est-ce que, du coup, dans votre équipe de back-end, il n'y a pas des gens qui sont spécialisés sur les microservices? Et du coup, comment vous gérez la charge à ce niveau-là pour être sûr quand il y a de la redondance sur les features, que ça arrive tout le temps sur le même microservice, qu'il y ait toujours de la disponibilité des ressources? En fait, on est les 2 seuls oui. développeurs back-end. Donc la communication va assez vite. Enfin, dès qu'on a des nouvelles features, voilà, on se pose sur est-ce qu'il faut un nouveau microservice? Est-ce qu'on l'ajoute à un microservice existant? Est-ce qu'on va splitter un microservice existant pour voilà, enfin, on communique tout le temps là-dessus.
Mais c'est vrai que c'est assez simple parce qu'on est 2. Et du coup, vous êtes tous les 2 capables d'intervenir sur Oui. Il y a une autre question là-bas. Ouais, le micro, je te le passe après. Oui, moi, je voulais savoir, tout au début de la présentation, vous avez parlé de monolithe modulaire et microservices. Ma question, c'est, vous êtes parti directement sur une architecture microservice ou vous avez passé les différentes étapes en fonction de l'évolution de votre besoin? Alors non, on est directement parti en microservice. On aurait pu faire le choix de partir sur du monolithe modulaire et préparer, peut-être pour gagner du temps. Alors au tout début, donc Anne n'était pas là, c'est moi qui ai fait le choix de partir immédiatement en microservice, mais parce que j'ai une expérience du monolithe modulaire où au final, dans le monolithe modulaire, en fait, on va pas directement peut-être prendre les pratiques de se dire je vais envoyer un événement dans un pipe qui va être réattrapé quelque part, alors qu'au final, c'est juste ça reste dans mon application. En fait, on peut rapidement se retrouver avec quelque chose qui va avoir une dette technique plus tard, assez importante, en fonction de la taille du monolithe. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, je ne veux pas créer déjà une dette. Je voudrais qu'on arrive immédiatement à quelque chose, en tout cas, si on peut. Et là, c'est le cas, finalement, on se retrouve facilement avec des microservices. On en a plein. En fait, un avantage qu'on tire, c'est notre shared librairie, qui contient déjà pas mal de choses qui peut être commun à tous les microservices sur la manière de les gérer. Et après aussi, on a un projet sample, en fait, qui a déjà sa dépendance vers la shared lib et qui a déjà au moins l'architecture des dossiers, etc. Donc, en fait, on peut bootstrap un microservice très rapidement. Et merci pour la présentation. Hello et merci. J'avais une question, mais c'était plutôt par rapport au schéma de microservice où on voyait qu'effectivement, il y avait 4 API qui allaient sur le account. Est-ce que vous avez essayé d'abstraire ça au niveau d'une gateway en amont pour que le JWT porte justement toutes les informations de la personne et potentiellement les permissions pour supprimer cette dépendance et qu'elle soit faite en amont en systématique? Tu veux répondre ou... Ouais, non, on n'a pas fait ça. Là, c'est vraiment, justement, en fait, c'est dans la shared où on a tout ce qui est configuration de pre-authorize pour ceux à qui ça parle en Spring Boot et du coup, qui va faire l'appel au microservice account. C'est vrai que c'est une solution qu'il faudrait peut-être qu'on mette en place. Ça nous supprimerait ces appels synchrones. Enfin, il y aurait quand même les appels, si je comprends bien, mais juste en amont, c'est pas les microservices eux-mêmes qui font l'appel. En fait, ça marche bien si on fait du RBAC, mais nous, c'est pas le cas. En fait, on fait pas du role-based access control. Et en fait, nous, on a vraiment des permissions qui sont très ciblées sur des objets, où on va dire, en fait, tel utilisateur, il va avoir accès à telle compagnie, telle division, mais pas à toutes les autres. Et en fait, du coup, on doit bien cibler. Et tout ça, on peut pas le mettre dans un JWT parce que on aurait beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'ID là-dedans. Et donc, on est obligé d'avoir un service qui gère ça quelque part. Alors, le top du top, c'est de répliquer tout ça dans tous les microservices pour qu'ils soient réellement autonomes. Mais là à deux, c'était pas possible. Laisse tout le monde, on va s'arrêter là.